Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui les 12 ateliers pluridisciplinaires qui se mettent en place à l'accueil en maternelle. Donc c'est une demande qu'on m'a faite. Sur mon blog, vous trouverez toute l'explication, les fichiers, etc. Mais peut-être qu'il y a besoin que j'explique davantage cette expérimentation. On commence par la naissance de cette réflexion. Donc en fait, c'est une expérimentation que j'ai mise en place progressivement lors de mon premier poste en maternelle. Mais en fait, j'avais déjà débuté une réflexion quand j'ai eu à gérer des classes à plusieurs niveaux. Et surtout, quand j'ai eu à gérer, organiser les apprentissages dans ma classe section enfantine CP, où j'avais 3 niveaux, donc des enfants qui avaient 4 ans, 5 ans et des enfants de CP. Le but, c'était de répondre à un double questionnement quand je suis arrivée en maternelle. C'est déjà transformer le temps d'accueil du matin qui est intégré à l'emploi du temps classiquement en maternelle, mais c'est un moment qui me paraissait un peu pauvre pédagogiquement, même s'il était nécessaire affectivement. Et puis prendre en compte l'hétérogénéité d'une classe, donc j'ai souvent eu un double niveau, à cette époque-là, moyenne et grande section, d'une trentaine d'élèves chaque année. L'amélioration de ce temps matinal pour tous impliquait une mise au travail rapide et efficace qui s'appuyait sur des interactions entre les élèves. Donc leur autonomie devenait par conséquent une nécessité, une condition de ce projet d'atelier. Commençons par les objectifs généraux des ateliers pluridisciplinaires. En fait, tout comme on définit des objectifs généraux pour les apprentissages, je me suis demandé en premier lieu ce qui pouvait justifier une organisation pédagogique comme celle-là. Le premier objectif général, c'est de proposer aux élèves des activités diverses, nombreuses, afin qu'ils construisent peu à peu des apprentissages et leur personnalité. Donc cet objectif est fondamental car l'organisation permet à chaque élève de multiplier les activités qui visent un même apprentissage dans différents domaines disciplinaires et surtout de pouvoir reprendre un travail fait quelques semaines ou quelques mois plus tôt et ainsi se construire lui-même sa notion de progrès qui est difficile à estimer par l'enfant, surtout le jeune enfant, puisque les activités s'enchaînent au fil du temps selon une progression et ça c'est bien légitime également. D'ailleurs, se construire la notion de progrès est aussi cité dans les programmes de maternelle de 2021. Le deuxième grand objectif est d'apprendre, de résoudre des problèmes ou des questionnements en interaction avec d'autres enfants au sein de petits groupes. Ça me tenait à cœur dans les classes à plusieurs niveaux puisque l'enseignant n'est pas toujours disponible pour répondre à des questions d'enfants. C'est quelque chose qu'on peut leur apprendre, c'est-à-dire soit différer la demande, soit essayer de la résoudre avec d'autres enfants. Donc ces deux objectifs organisationnels sont liés et ils concourent à favoriser l'autonomie de chacun, qui est donc un objectif fondamental. Où va se nicher cette autonomie? Déjà, chacun va choisir son activité, sortir, ranger le matériel dont il va avoir besoin, connaître les consignes de travail, ou trouver les moyens de se les faire donner par d'autres. Donc l'attitude de l'enfant, elle est bousculée parce que celui-ci n'a plus ses repères, il ne sait plus à quel atelier se rendre, il ne connaît pas la consigne, quel cheminement il va emprunter pour résoudre cette difficulté. Donc tout ça, ça faisait aussi partie de l'apprentissage. En fait, apprendre l'organisation, c'était le point de départ avant de commencer quelque chose. Donc être autonome, ça va lui permettre de trouver donc une solution pour résoudre une difficulté et puis ça va lui faire prendre conscience qu'il existe parfois aussi plusieurs solutions et qu'il faut choisir celle qui sera la plus pertinente, celle qu'il maîtrise le mieux tout simplement. Donc ça peut être se faire aider par un camarade, mettre en place le tâtonnement expérimental et pas seulement appeler l'enseignant comme un réflexe. Ou alors ne rien faire qu'attendre. Donc tout ça, ça va être important. Également, ne pas savoir, ne pas agir, c'est être déjà dans l'expérience et dans l'apprentissage si l'enfant sait qu'il a des outils pour progresser et des attitudes à adopter. Il a fallu tout d'abord expliquer ce qu'était cette autonomie, sa valeur, donc communiquer avec les élèves, ça a été aussi important que de mettre en place le dispositif.
Donc l'enfant, il doit savoir que l'enseignant attend quelque chose de lui et il doit aussi, en fonction de ses choix, hiérarchiser lui-même son travail en évaluant ses compétences à un moment donné. Donc par exemple, s'il n'a pas pu réaliser une fiche de lecture à un moment donné, il va comprendre que ça ne va pas entraver ses apprentissages ni sa confiance en lui. S'il comprend qu'il existe d'autres travaux qui correspondent aux mêmes dispositions et si d'autre part il peut reprendre ce travail-là plus tard. Alors le fait que l'enfant puisse reprendre un travail au fil de l'année ou même sur 2 ans, puisque j'ai mis en place ce dispositif en moyenne et grande section, c'est se construire sa propre notion de progrès et ça c'est un paramètre très important, paramètre incontournable dans cette organisation parce que ça renforce la confiance en une réussite probable avant même de commencer l'activité. Donc c'est pour ça que j'y tenais. J'ai commencé par un plan de manière à pouvoir déjà constater si ça pouvait fonctionner. Donc la mise en place d'ateliers, c'est pas nouveau en maternelle, hein, c'est une organisation pédagogique très fréquente. Mais bien avant la préparation du matériel et bien avant le déroulement, il était nécessaire de réfléchir à leur emplacement, à leur orientation les uns par rapport aux autres, au mobilier le plus adapté, mais aussi au fait que la classe pourrait s'organiser autour de ces ateliers sans pour autant entraver les autres activités de la journée. Alors j'avais d'abord prévu des ateliers en fonction du matériel et des meubles que j'avais à ce moment-là et j'ai fait un plan en indiquant leur emplacement et en prévoyant pour chaque 1 ou 2 petits meubles, des tables et des chaises avec un nombre de places précis mais différents. Donc la première des choses que j'ai faites, c'est d'abord trier tout le matériel pour qu'il aille au bon endroit. Et puis j'ai mis côte à côte des ateliers qui nécessitaient le même matériel comme dessin et graphisme par exemple. Alors tout au début, qu'est-ce que j'ai prévu comme atelier? Donc classiquement j'ai mis en place un atelier dessin avec 5 places, 2 meubles pour y ranger les différents outils, crayons, feutres, pastels, etc. Et une variété de supports avec des feuilles de couleurs, de formats différents. L'atelier peinture qui était déjà présent, j'avais un chevalet de 3 places, donc il était déjà installé, je l'ai gardé, mais là encore, j'ai trié les outils, j'ai mis des supports en grande quantité, donc il y avait des pinceaux, des rouleaux, des peignes, des éponges. J'ai ajouté également un fichier avec des reproductions de tableaux. Mais surtout, il n'y avait pas de feuilles d'accrocher à ce coin peinture et il n'y avait pas de pinceau dans les pots. Hein. Quand les enfants arrivaient, il n'y avait rien de préparé. Graphisme, écriture, donc j'ai repris les outils qui étaient disponibles à l'atelier dessin et donc il fallait que cet atelier soit proche du premier. Donc il a été organisé de manière à ce que 2 élèves sur les 3 qui pouvaient choisir cet atelier puissent regarder le tableau. Et puis j'ai créé un premier fichier avec ce que les enfants avaient fait en graphisme libre. Un autre atelier était travail manuel technologie qui permettait d'accueillir 5 élèves. Donc il devait être proche de la peinture et compter assez de meubles et d'étagères pour ranger tout le matériel de récupération, mais aussi pour faire sécher, exposer les productions. Donc des fiches étaient présentes pour réaliser des objets et cet atelier nécessitait la présence d'un adulte et mon ATSEM a accepté de l'encadrer après qu'on ait pu définir ensemble son rôle qui était un rôle d'aide, de manipulation d'objets dangereux comme le poinçon et avoir une attitude d'accompagnement et non pas faire à la place de l'enfant et surtout ne pas préparer le matériel nécessaire à la réalisation de l'objet mais expliquer à l'enfant où trouver ce matériel. J'ai fait aussi l'atelier de jeux de construction puisque j'en avais beaucoup dans des grands bacs. J'ai simplement fait un petit peu de tri pour essayer de varier les matières. Donc il y avait des jeux de construction en bois, en plastique, en carton. Et les 5 enfants de cet atelier allaient au tapis de regroupement. De cette manière, ça faisait un petit peu moins de bruit quand les constructions s'écroulaient. L'atelier lecture, donc là j'ai mis différents jeux, puzzles, jeux de loto, des jeux avec des images, des lettres, des mots, des imagiers, des dictionnaires, des livres divers, donc des albums, des contes, des documentaires. Et puis j'ai commencé avec les fiches qui étaient issues du matériel Freinet, puisque ce sont des fiches
en autonomie. Mathématiques, même chose, j'ai remis tous les jeux mathématiques avec les dés, les jeux de cartes, les jeux à compter, les jeux de loi, etc. Et aussi des fichiers freinés pour que les enfants puissent faire de la recherche mathématique. Et j'ai terminé avec l'atelier bibliothèque qui est venu un tout petit peu en décalage, mais une fois qu'on a fait la bibliothèque dans l'entrée de mon école, eh bien les enfants ont pu se rendre à l'atelier bibliothèque. Donc au départ, avant qu'il y ait l'atelier bibliothèque, ils utilisaient des livres qui étaient rangés au coin lecture. Ensuite, il y a eu l'achat d'un ordinateur avec des logiciels lecture, mathématiques, écriture. Donc ça m'a permis d'ouvrir un autre atelier. C'était un projet, hein, donc ça a mis du temps à arriver. En même temps, cet ordinateur, il servait à tous les enfants toute la journée, hein, donc il y avait toujours un roulement. Donc ensuite, comme l'atelier bibliothèque était dans l'entrée de l'école, j'ai rajouté le coin écoute, donc qui permettait à 3 enfants d'écouter des histoires avec ou sans support d'album, des chansons en français, en langue étrangère, des musiques variées. Et les albums, j'enregistrais les textes avec ma voix, comme ça ils avaient l'impression d'être avec moi. Donc au total, ça faisait 6 élèves qui pouvaient sortir de ma classe, mais en toute sécurité. Donc ma classe était près de la porte d'entrée de l'école. La porte d'entrée était fermée à clé. Ça m'a servi aussi, je vous le dirai un petit peu plus tard, pour l'accueil des parents. Donc ça faisait un petit peu plus de place au final dans la classe. Et puis l'atelier production d'écrit, alors lui il a été créé au moment où j'ai pu acheter 2 petites mallettes avec des lettres Lego. On faisait de la dictée à l'adulte mais individuelle et les élèves apprenaient à réécrire les mots, les phrases, faire le retour à la ligne, etc. Et je pouvais être présente pour les accompagner et puis ensuite on photocopiait les productions. Et en tout dernier, il replaçait les lettres au bon endroit, donc ça faisait un très bon exercice complet. Les productions des enfants étaient photocopiées en double exemplaire. L'un était collé dans le cahier de l'élève et l'autre dans un cahier collectif qui était rangé à l'atelier production d'écrit pour une consultation permanente. Et le dernier atelier donc mis en place, ça a été l'atelier langage, puisque c'est une priorité dans chaque programme. Et donc il regroupait des jeux, des devinettes, des histoires avec des supports images qui impliquaient des échanges langagiers entre 2 élèves. Tout cela a abouti à un nouveau plan, à une réorganisation de l'espace classe et à une adaptation un peu plus fine du mobilier aux besoins et puis aux spécificités des 12 ateliers. Donc le nombre de places possibles a été déterminé par la nécessité de regroupements variés entre élèves, mais sans excéder un maximum de 5, donc entre 2 et 5 enfants par atelier, pour qu'il y ait des interactions, pour que ça puisse aussi contribuer à leur réussite. Il y avait donc un affichage en classe, donc je vais vous le montrer, c'est celui-ci, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, c'est une affiche collector, c'est ma toute première et donc je la garde. Ici vous avez le numéro des ateliers. Donc c'était vraiment l'affiche que les enfants voyaient avec donc les intitulés des ateliers et ici le nombre de places pour chacun des ateliers. Donc j'avais à côté un morceau de moquette murale et les enfants donc choisissaient un atelier et je mettais les étiquettes prénoms juste à côté avec donc une petite fiche Bristol avec le prénom. Et au dos un petit morceau de scratch pour que ça puisse coller, que je puisse les enlever, les remettre régulièrement, pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, de manière à ce que ça tienne le coup au moins une année scolaire. Alors, ce qu'il m'a fallu faire, c'est vérifier que quand ces ateliers fonctionnaient tous les matins, de 9h moins 10 jusqu'à 9h30, hein, donc l'heure d'ouverture des barrières, 9h moins 10 pour une école qui commençait à 9h et 30 minutes après. Il a fallu que je vérifie si quand ces ateliers fonctionnaient le matin, est-ce que je pouvais fonctionner pour le reste de la journée sans que ça entrave les apprentissages, puisque j'avais vraiment tout organisé au niveau de la classe en fonction de ces ateliers. Et la réponse est oui, tout fonctionne, y compris si on fait des arts plastiques l'après-midi, si on fait des sciences, si on refait d'autres ateliers à un autre moment et avec moins d'ateliers.
j'ai pas trouvé de choses qui pouvaient entraver ce fonctionnement. Par contre, ce qui était un petit peu impressionnant, c'est que 12 ateliers, c'était pas pour battre un record, c'est tout simplement parce que ça me donnait 41 ou 42 places en tout pour 30 élèves. Parce que lorsque j'ai commencé avec moins d'ateliers, bien les derniers n'avaient plus tellement le choix, ils prenaient les ateliers qui restaient. Et ça ne pouvait pas me convenir puisque je voulais quelque chose qui soit complètement démocratique. Fonctionnement de ces ateliers maintenant. Le choix des ateliers était fait le mardi après-midi pour le jeudi et le vendredi matin, donc de 9h-10 à 9h30. Et le vendredi après-midi pour le lundi et le mardi matin. Les enfants choisissaient leur atelier tour à tour. Je commençais par les grands et puis la fois d'après, c'était les moyens qui choisissaient en premier. Et les enfants restaient 2 jours au même atelier. C'est pour ça qu'on changeait 2 fois par semaine. Je vois le nombre de places, donc c'était bien 41 places de disponibles. Les enfants choisissaient l'atelier. Alors inutile de vous dire qu'au début, ils choisissaient un peu au hasard. Ils choisissaient aussi en fonction d'un copain ou d'une copine qui avait pris cet atelier-là. L'exercice consistait à leur expliquer que, à un moment donné, il n'y avait plus de place. Donc cet atelier-là, on ne pouvait plus le choisir, il fallait en prendre un autre. Le seul où il pouvait rester plus longtemps, c'était l'atelier travail manuel technologie parce que ça nécessitait un peu plus de temps. C'était des constructions d'objets avec un temps de séchage pour certaines fabrications, donc c'était nécessaire. Chaque jour, les enfants se rendent à leur atelier dès l'arrivée progressive à l'école, donc entre 8h50 et 9h05, heure de fermeture de la porte d'entrée, et 9h30. Donc 9h30, c'était le moment du rangement des ateliers par les élèves avant qu'on se retrouve sur le tapis de regroupement. Donc le temps d'accueil était inclus dans ce temps d'atelier. Alors les enfants, donc une fois que ça fonctionnait, s'installaient rapidement et du fait, ils étaient tout de suite dans une activité de leur choix. Donc non seulement ils choisissaient leur atelier, mais à l'intérieur, ils choisissaient l'activité qu'ils souhaitaient faire dans l'atelier. L'installation progressive, ça m'a permis aussi d'être disponible progressivement quelques minutes pour les parents qui avaient besoin de me communiquer une information. Donc ça n'a jamais entravé le relationnel avec les parents, bien au contraire. Alors, dans 6 ateliers sur 12, les élèves réalisaient une fiche de travail. Ces fiches, vous pouvez les retrouver sur le blog et je m'étais arrangée pour que ça couvre de la petite section OCP pour que des élèves qui avaient des difficultés ou bien des élèves qui étaient proches de savoir lire et écrire pouvaient trouver matière à apprendre, à travailler. Donc ça me donnait quand même un éventail assez grand pour tout ce qui touchait aux mathématiques, à la lecture, au graphisme. Le roulement des ateliers tous les jours sur 2 ans, puisque j'avais les moyens grands, m'a permis aussi de faire que les élèves pouvaient reprendre une fiche déjà choisie et donc aller plus loin ou mieux la réussir ou la réussir plus vite. Ces 6 ateliers étaient graphisme, écriture, travail manuel, technologie, dessin, production d'écrit, mathématiques et lecture. Et dès qu'ils avaient choisi, je me déplaçais d'atelier en atelier pour lire les consignes sur les fiches. Et les enfants pouvaient réaliser la fiche seuls ou à plusieurs. Et les temps de lecture de consignes étaient relativement brefs. Et ensuite, lors de passages successifs, eh bien, je corrigeais, je validais avec eux, je les aidais, etc. Quand ils avaient choisi leur fiche, réalisé leur fiche et terminé, ils avaient un cahier d'atelier et donc ils faisaient une croix sur le numéro de la fiche et ils pouvaient prendre du matériel et faire des expériences à l'atelier où ils se trouvaient. Alors vous voyez, ce serait aujourd'hui, je ferais le contraire, c'est-à-dire que je les ferais manipuler et puis on terminerait par faire une fiche. Alors au départ, donc j'ai pris des fichiers dans le commerce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis progressivement, mais ça s'est fait sur plusieurs années, hein, j'ai créé mes propres fiches jusqu'à temps que ça me fasse des fichiers complets. Sur les tables, donc il y avait des lutins.
Et dedans, donc des porte-vues, et chaque fiche, donc ça c'était le travail de mon ATSEM, chaque fiche était photocopiée 5 fois, à peu près 10 fois quand on savait que c'était des fiches qui étaient prises très souvent. Et mon ATSEM vérifiait toujours qu'il y ait suffisamment de fiches dans les lutins, donc tout ça c'est du matériel qui était prévu à l'avance. Donc dans les 6 autres ateliers où il n'y avait pas de fiches, donc peinture, jeux de construction, bibliothèque, coin écoute, ordinateur et langage, les enfants avaient du matériel à disposition qu'ils pouvaient choisir de manière à faire des expérimentations suffisamment larges pour que ça puisse correspondre à leurs envies du moment. Je vais vous donner quelques exemples, pas pour tous les ateliers, mais vous pouvez retrouver ça sur le blog, l'atelier graphisme écriture. Les notions abordées étaient le rond, le demi-rond, le trait vertical, horizontal, oblique, les cannes, les ponts à l'endroit, à l'envers, les vagues, les créneaux, les petites boucles, les grandes boucles, l'ovale, le nœud, réaliser des graphismes sur une ligne, entre 2 lignes. Et au niveau du matériel, bien sûr en dehors du fichier, il y avait des ardoises avec des feutres, des craies, des modèles divers d'écriture, de lettres, de mots, des fichiers d'idées pour le graphisme qui était construit avec les enfants. Alors voilà, je vais vous le montrer, c'était celui-ci. Donc vous voyez dedans, les enfants faisaient des graphismes et puis on les mettait dans le fichier d'idées. Et puis quand on trouvait des graphismes particuliers sur des catalogues, des publicités, eh bien on les prenait, on les mettait dedans pour enrichir l'atelier. Il y avait des jeux de graphisme évidemment que j'achetais au fur et à mesure si ça répondait bien aux objectifs. Alors l'atelier production d'écrit, donc il y avait plusieurs thèmes proposés. Écrire son prénom, le prénom et le nom de famille, écrire une invitation, un faire-part de naissance, les mots papa et maman, former une équipe, la carte de Noël, la carte de vœux, d'anniversaire, écrire une carte postale, rédiger une enveloppe, rédiger une invention, trouver une rime, trouver un titre à une poésie, etc. Le matériel, c'était donc les jeux d'écriture Lego qui permettaient aux élèves de composer leur production. Voici un petit exemple, donc très pratique parce que les petites lettres Lego permettaient aux enfants de vraiment comprendre que chaque mot était composé de lettres, faire les espaces entre les mots, le retour à la ligne. J'avais trouvé que ce jeu était très complet et on peut photocopier les plaques de Lego et ensuite ranger les lettres, ce qui permet aussi d'apprendre l'ordre alphabétique. Un autre exemple, l'atelier lecture. Donc il y avait différents types d'écrits qui étaient abordés, comme la publicité, une recette, catalogue de jouets, des bijoux gravés, la couverture d'un livre, le calendrier, le plan d'une ville, des mots croisés, une poésie, un extrait de livre, un magazine, etc. Et au niveau de la structure de l'écrit, donc un travail sur les lettres, les mots, la phrase, le texte. Donc j'avais mis des jeux divers avec des puzzles, avec des nombres de morceaux variés, des puzzles à étages, des puzzles de lettres, des lotos, des lettres script, des cursives, alors magnétiques, cartonnées, en bois, en relief, des dictionnaires variés, des documentaires, des poésies, des comptines, des albums, des magazines, des livres de recettes, des livres fabriqués par les élèves, des histoires reconstituées avec des supports photos. Sur mon blog, vous avez pour chaque atelier la liste des notions abordées, la liste du matériel et puis bien sûr vous mettez ce que vous souhaitez et puis aussi ce que vous avez puisqu'on n'a pas exactement le même matériel dans toutes les classes. Voyons maintenant le rôle des parents puisque comme c'était un temps d'accueil, il y avait aussi un rôle pour les parents et ça m'a beaucoup aidé de le mettre à ce moment-là de manière à pouvoir créer un autre contact avec les parents. Alors les parents connaissaient bien les activités au moment des ateliers parce que je leur expliquais d'abord en réunion de début d'année, la réunion de septembre, et puis ils avaient l'opportunité de les voir démarrer chaque matin pour ceux qui étaient présents, mais aussi j'organisais une fois de temps en temps une ouverture pour des parents pour que tous puissent voir que ça ne crée pas des inégalités aussi entre les parents.
Donc ils avaient l'opportunité de voir démarrer les ateliers le matin. Et puis, ils pouvaient savoir aussi ce que l'enfant avait choisi comme atelier grâce à la fiche réservée pour cela. Alors, pendant les 2 premiers mois de l'année scolaire, donc septembre, octobre, et cela leur était précisé lors de la réunion, ils pouvaient accompagner leur enfant devant ce tableau de manière à rappeler à l'enfant ce qu'il avait choisi, l'aider à trouver l'atelier, etc. Ce que je faisais moi-même avec les autres enfants. Et puis dès novembre ou décembre, en respectant le rythme des élèves, il fallait qu'ils se rendent seuls devant la fiche, qu'ils vérifient, qu'ils ne se soient pas trompés, qu'ils se rendent à leur atelier. Donc ça, les parents étaient informés de manière à ce qu'ils sachent aussi que c'était la même chose pour tous les enfants. Et puis de janvier à juin, les enfants ne lisaient pratiquement plus le tableau, ils se rappelaient de leur atelier, ils se rendaient directement à l'atelier. Et donc le comportement des parents a évolué lui aussi, puisqu'ils laissaient l'enfant agir et puis ils étaient fiers quand l'enfant se rappelait son atelier, savait où c'était, se mettait au travail, etc. Donc en fait, de part et d'autre, ça a amélioré, on va dire, la séparation entre les parents et les enfants. Alors en début d'année, donc il était fréquent que les parents accompagnent leur enfant à l'atelier, mais il fallait que ça évolue et donc avec cet accompagnement pour que l'enfant devienne autonome. Et souvent j'avais des retours par rapport à ça, les parents me disaient que les enfants étaient un peu plus autonome à la maison pour s'habiller, se déshabiller, débarrasser la table, etc. Ça me permettait aussi que les parents ne choisissent pas pour l'enfant parce que des parents pouvaient estimer que c'était mieux pour l'enfant qu'il prenne lecture ou mathématiques. Donc ça a permis de faire une régulation, qu'il y ait plus de confiance, de dialogue pour que l'enfant puisse vraiment choisir lui-même tout en sachant qu'il y avait un roulement et que donc les enfants allaient pratiquement tous les ateliers. D'autre part, le fait que les ateliers commençaient à 8h50, ça m'a permis aussi de réguler les retards de certains parents. Donc le fait que les ateliers démarraient à 8h50, eh bien si des parents arrivaient tous les jours en retard, ça faisait un temps considérable de manquer sur les ateliers. Donc il y a eu une régulation qui s'est faite aussi comme ça, d'arriver à l'école. Et puis le fait que j'ai mis dans l'entrée de l'école l'atelier bibliothèque et puis coin écoute, ça a permis aussi de réguler les flux pour que les enfants puissent travailler sans qu'il y ait une allée et venue des parents dans l'entrée. Plus grand respect des horaires et puis accepter que l'enfant choisisse, se rende seul. Ça a été les rôles des parents par rapport à ça et ça a amélioré non seulement la qualité de la séparation mais aussi les relations triangulaires entre les enfants, les parents et moi. Mon rôle maintenant, rôle de l'enseignante. Alors, traditionnellement, en maternelle, quand on met en place des ateliers, en général, le professeur des écoles, il prend en charge un atelier, puis il y en a 3 autres qui sont en autonomie. Donc là, ma volonté, c'était que tous les ateliers soient en autonomie, de manière à ce que moi, je puisse passer autour de ces ateliers et venir voir les enfants. Je pouvais passer aussi plusieurs fois à différents ateliers au cours des 40 minutes sans prendre en charge l'un d'entre eux. Mon rôle, c'était de lire la consigne, d'aider, d'orienter, d'encourager, de proposer, de corriger, d'apprécier, mais en intervenant le moins possible afin de favoriser le tâtonnement expérimental et les interactions entre les élèves. Chaque atelier requiert aussi un comportement particulier. Par exemple, à l'atelier production d'écrit, j'étais secrétaire. À l'atelier graphisme-écriture, je veillais plutôt à la bonne tenue corporelle de l'enfant, à la tenue du crayon, etc. Donc ça a été aussi pour moi un réel apprentissage parce que quelquefois, ça va plus vite de donner la réponse que de chercher des voies d'accès et d'expliquer à l'enfant comment il pourrait faire. Cet autocontrôle que j'ai eu par rapport à mon rôle, ça a été aussi favorisé parce que j'avais des stagiaires qui venaient dans ma classe, qui assistaient aux ateliers. On a eu des échanges et il y a eu aussi des vidéos de réaliser qui m'ont permis de corriger un petit peu mes interventions, de peaufiner mon rôle. Je définis donc mon rôle comme un rôle d'accompagnement, affectif aussi, quelquefois, car des enfants qui travaillent en autonomie ont besoin du regard de l'enseignante pour apprécier leur travail, les efforts personnels. Ils ont besoin d'être en confiance pour s'auto-organiser.
Alors il y avait aussi un temps de réinvestissement qui était accordé aux élèves donc avant la fin de la journée pour présenter leur production. Donc par exemple ce qu'ils avaient écrit à l'atelier écriture Lego, l'objet qu'ils avaient réalisé à l'atelier travail manuel, le dessin qui avait pu être réalisé à l'ordinateur, etc. De cette manière, ils étaient aussi reconnus comme étant créateurs par l'ensemble de la classe et puis ça suscitait de l'intérêt. Alors pour des questions qui étaient posées, donc c'était un moment de langage oral et puis ça permettait d'en motiver d'autres qui voulaient faire la même chose. Ça aidait aussi à accepter les critiques, positives, négatives, tu aurais pu faire comme cela. Donc c'était un temps court avec des échanges de qualité. Et puis une véritable leçon de langage, conjugaison des verbes, explication, argumentation, interrogation, écoute, verbalisation. Alors l'enfant gardait la trace de sa réalisation. Pour la peinture, j'avais des gros dossiers, c'était rangé dedans. Pour les fiches, c'était rangé dans un dossier que j'agrafais chaque fin de mois. Et puis donc il était aussi reconnu à l'extérieur du groupe par la famille notamment qui voyait les réalisations. Maintenant, voyons les évaluations. D'abord, l'évaluation des élèves par les élèves. Chaque enfant donc avait un cahier d'atelier avec le titre des 6 ateliers et les numéros des fiches. Et les enfants faisaient donc une croix où entouraient chaque fiche réalisée avec ou sans mon aide, selon la section et puis la période de l'année. Et pour faciliter le bon déroulement, je répartissais en début d'année les cahiers d'atelier aux différents ateliers. Et progressivement, c'était les enfants qui allaient chercher leur cahier avant de débuter l'atelier ou au moment de faire la croix. Alors j'avais pris 2 couleurs de protège-cahier pour les moyens, pour les grands, pour que le tri aille plus vite, avec le prénom de l'enfant, donc c'était aussi une manière de reconnaître son cahier parmi plusieurs. Le cahier d'atelier, ça permet aussi à chaque enfant de visualiser ce qu'il a déjà fait. Il contrôle en fait lui-même ses choix. Dans le choix de la fiche, il y a aussi l'évaluation du travail que chacun se sent capable de réaliser à un moment donné. Certains élèves commencent d'ailleurs par des fiches qu'ils ont repérées comme étant les plus faciles. Donc ça, c'est un choix sécurisant. Il n'y a pas d'incidence sur les apprentissages à aucun moment. Par contre, à un moment donné, une fois qu'ils ont confiance en eux, ils vont progressivement vers d'autres travaux. La présentation aux autres en fin de journée, c'est aussi une évaluation formatrice parce qu'ils peuvent constater le succès qu'ils ont et puis moi-même, je peux évaluer aussi leur capacité à expliquer leur démarche, à accepter les questions, les conseils, les réactions des autres. Dans le groupe, les élèves pratiquent également leur propre évaluation lorsqu'ils choisissent notamment la même production, le même travail qu'un camarade, mais surtout lorsqu'ils les comparent. Donc ils évaluent leur performance qui va être réévaluée aussi pour faire comme ou pour faire autrement, pour expliquer, dialoguer, etc. Donc ça contribue aussi à leur autonomie et à la reconnaissance de leurs efforts. Et puis, comme je le disais tout au début, donc revenir dans un atelier quelque temps après, ça facilite aussi l'auto-évaluation parce que l'enfant, s'il n'a pas pu finir une fiche la première fois, eh bien, il va pouvoir la faire peut-être aujourd'hui. Il n'a pas pu faire une construction, ça s'est écroulé, eh bien, il recommence à l'atelier construction. Voilà, à chaque fois, c'est la possibilité de revenir. Alors, l'évaluation des élèves par l'enseignante, par moi. Alors, tous les 2 jours, avant le choix des nouveaux ateliers, les précédents ateliers choisis sont relevés sur une fiche pour chaque enfant. Donc tous doivent avoir participé à presque tous les ateliers au cours des 2 mois, donc pour chaque période. Et la fiche, elle est collée dans le cahier d'atelier qui est transmis aux parents. Mais il y a un deuxième tableau qui est réalisé pour l'ensemble de la classe. Et comme ça, avec cette double évaluation, ça me permet de constater si les enfants changent bien d'atelier, s'ils ont un atelier préféré. Parce que ça, c'est admis qu'ils puissent avoir des préférences, comme dans la vie. Mais de temps en temps, je faisais une régulation. C'est-à-dire que quand je m'apercevais qu'il y avait des ateliers qui étaient un peu délaissés par un enfant, je disais de temps en temps, écoute, je te laisse un choix réduit de 3 ateliers parce que tu n'y vas pas beaucoup, t'en choisis un parmi ces 3-là.
Mais j'acceptais qu'il y ait des ateliers où les enfants avaient un peu de mal à se rendre. Que l'enfant ait réalisé une fiche, une construction seule ou à plusieurs, par contre, c'était pas mentionné. Mais il fallait qu'il puisse exprimer ses difficultés, qu'il puisse demander de l'aide, qu'il puisse expliciter ses démarches. Tout ça, c'était autant d'évaluations de compétences transversales que je pouvais relever par l'observation. L'analyse à court et long terme du fonctionnement des ateliers. Tout d'abord, la première année de mise en place des ateliers, j'ai eu une grande déception parce que j'avais préparé la classe, les ateliers, le matériel pendant 2 mois d'été. Et donc, arrivé en septembre, les enfants choisissaient, ils ne savaient plus dans quel atelier ils étaient. Je leur disais, tu es à coin lecture. Arrivé à coin lecture, ils ne prenaient rien, ils attendaient que je donne du travail, etc. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à en fait leur apprendre le fonctionnement. Et quand un enfant, par exemple, choisissait la fiche numéro 10 à lecture, eh bien les 2 autres enfants à lecture prenaient la fiche numéro 10, croyant qu'il fallait faire la même chose comme d'habitude. Donc voilà, j'ai eu un gros moment de doute. Ce qui m'a fait tenir, c'est le temps que j'ai passé à préparer ces ateliers. À peu près, on va dire, fin octobre, tout fonctionnait pratiquement, c'est-à-dire que les enfants arrivaient, vérifiaient leur atelier, se rendaient à l'atelier, progressivement ils prenaient une activité. Je dis toujours, si j'avais été inspectée en début d'année, bon, ça aurait été, j'aurais eu du mal à expliquer le fonctionnement. L'élément déclencheur, je le raconte souvent, c'est quand un enfant donc était au coin peinture. Et au coin peinture, tout au début, les enfants attendaient qu'on leur ferme la blouse, qu'on accroche la feuille, qu'on mette les pinceaux dans les pots, etc. Et donc, il n'y avait rien de tout ça. Il fallait qu'ils mettent la blouse, qu'ils choisissent la feuille support, qu'ils choisissent les couleurs de peinture, les outils, etc. Et donc, ça faisait plusieurs fois qu'ils étaient plusieurs au coin peinture, puis ils regardaient le chevalet comme ça. Et l'élément déclencheur, ça a été un enfant qui à un moment donné donc a mis sa blouse, a regardé les 2 autres, il a tapé du pied et puis il a dit, tu vas la mettre ta blouse? Oui, parce qu'à un moment donné ils ont dû se dire, elle viendra jamais nous aider, donc il va falloir qu'on s'y mette. Et ça a été l'élément déclencheur pour l'ensemble de la classe. Donc, en fait, je l'ai compris plus tard, c'est pas qu'il ne se passait rien, c'est simplement que les enfants étaient en train d'apprendre le fonctionnement. Les apprentissages étaient enclenchés, même si on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand chose qui se faisait aux ateliers. Ils étaient en fait en train de l'apprendre, d'apprendre progressivement à les faire. Ce que j'avais remarqué aussi la première année de mise en place, c'est que un enfant était au coin lecture, donc il prenait par exemple la fiche 12. Il faisait d'autres ateliers les jours et les semaines qui suivaient. Et quand il revenait à l'atelier lecture, qu'est-ce qu'il prenait? La fiche 12. Et souvent, comme il y avait le cahier d'atelier, je lui disais, écoute, tu l'as déjà faite, regarde, il y en a beaucoup, prends-en une autre, etc. Et ça, ils étaient quelques-uns à le faire, pas tous. Et bon, j'avais laissé ça de côté. Et en fait, ça a recommencé la 2e année, en début de période, septembre-octobre. Et là, c'est là que j'ai compris que, en fait, ils se mettaient en position de sécurité. C'est-à-dire que avant de commencer, ils savaient, puisqu'ils l'avaient déjà fait, qu'ils allaient réussir. Et j'ai laissé faire sans rien dire. Je n'ai pas dit aux enfants, prends une autre fiche, etc. Je n'ai rien dit et ça se passait tout seul. Donc ça a été aussi une bonne leçon pour moi. Ça m'a appris que il fallait que les enfants refassent plusieurs fois les choses pour se sentir bien, avoir confiance en eux et puis pouvoir aller plus loin. Je dirais qu'en janvier, ils étaient tous autonomes. J'ai jamais eu un élève qui n'est pas rentré dans le système, etc. Donc c'est quand même une expérimentation que j'ai mis en place une dizaine d'années. Et je l'ai reproduite dans 3 écoles différentes. Donc à chaque fois, ça fonctionnait. Donc c'est pas lié à l'endroit, au milieu socio-culturel, etc. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. J'ai eu aussi l'occasion de le mettre en place à un moment donné quand j'étais à mi-temps à l'IUFM, mi-temps dans ma classe. J'avais une stagiaire qui débutait dans ma classe, professeur des écoles qui débutait et qui faisait mon mi-temps. Alors évidemment, quand je lui ai dit que je faisais 12 ateliers le matin, elle a un petit peu paniqué.
Donc je lui ai montré le fonctionnement et comme j'avais un double niveau, c'est vrai que les moyennes sections qui devenaient des grands connaissaient déjà le fonctionnement. Mes collègues souvent mettaient aussi en place quelques ateliers avec des petits en fin d'année pour les habituer. Donc il n'y a eu aucun souci non plus de ce côté-là. Le travail aussi avec l'ATSEM, donc j'ai travaillé dans plusieurs écoles et du coup avec plusieurs ATSEM, ça a été un partenariat formidable, notamment dans ma première école puisque j'ai mis en place plusieurs années ce système. Vraiment un travail de co-éducation, de co-construction des apprentissages et puis vraiment une expérience riche. Alors si je conclus, je dirais que l'analyse sur plusieurs années, ça m'a permis de vérifier, de faire attention aux petits dysfonctionnements. Et puis au départ, le temps que je perdais dans l'explication du fonctionnement, il a été regagné très vite par la suite. Aucun souci de ce côté-là, il faut en passer par là. Et ça a été riche d'expérience. Donc en fait, les enfants ont des responsabilités, ils font des choix. Ils sont du coup motivés parce que quand ils choisissent quelque chose et ils arrivent le matin, c'est eux qui ont choisi l'activité et ils vont choisir à l'intérieur ce qu'ils vont faire. Donc ils deviennent vraiment acteurs de leurs apprentissages qu'ils construisent et non pas uniquement reçus. Souvent en pédagogie de l'autonomie, c'est l'enseignant qui conçoit ou qui met à disposition des outils, propose des situations pédagogiques. C'est comme ça qu'il peut devenir accompagnateur des apprentissages. Qu'on a une hypothèse, si vous voulez, que l'élève c'est une personne responsable qui pourra prendre un cheminement, qui pourra construire son savoir, qui peut penser. Voilà, donc ça c'est une recherche aussi de coopération, d'établir des relations avec les autres dans le but d'aider, de progresser, de partager, d'apprendre. Alors le vivre ensemble, là, il est très riche au sein de ces ateliers. Donc ça donne du sens aux apprentissages parce que les enfants, ils s'interrogent, ils s'évaluent, ils cherchent à comprendre, ils acceptent aussi l'erreur, le fait de ne pas savoir. Et là, quand l'enfant accepte ça, il se construit aussi une autre idée du temps, le temps qu'il lui faut pour apprendre. Et puis une idée de l'apprentissage qui est plutôt par étapes et non par un résultat. Donc ça, c'est l'un des versants du temps long par rapport à ces ateliers. C'est le fait que ça revienne et que ça dure longtemps. Ça permet de travailler tout cela. Donc les enfants, ils deviennent aussi responsables de leurs tâches, de leur matériel, et puis aussi responsables de trouver des solutions. Alors se faire expliquer une consigne par exemple, et j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, beaucoup d'enfants connaissaient des consignes sur les fiches. Tout ça c'était des décisions aussi à prendre, à réinvestir, et c'est ce temps long qui permet tout ça, encore une fois. Ils ont aussi appris à partager ma présence, c'est-à-dire qu'ils savaient que j'allais venir à un moment donné, mais quand ils ne savaient pas, et donc ils ont appris à ce que je vienne à l'atelier, pas forcément quand ils m'appelaient, mais quand c'était moi qui étaient libres de pouvoir venir à leur atelier. Donc ça leur a appris aussi à attendre ma présence et donc à prendre des décisions le temps que je vienne et non pas de rester sans rien faire. Donc c'est ça en fait, pour moi la différence notable, c'est l'attente de la réponse. En pédagogie de l'autonomie, les enfants, il faut qu'ils trouvent une solution. Ça ne va pas venir tout de suite du maître ou de la maîtresse. Il n'y a pas de réponse immédiate. J'ai terminé. J'espère avoir répondu à toutes vos attentes. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Et puis bien entendu, c'est qu'un point de départ. Il peut être amélioré, il peut être changé, il peut évoluer, bien entendu. Mais voilà, ça reste possible. À bientôt!